La Banque africaine de développement BAD a un nouveau patron. Akinwumi Adesina du Nigeria succède à Donald Kaberuka à la tête de l'institution panafricaine. Il a été élu ce jeudi avec 58,10% des voix par le conseil des gouverneurs de la banque. Le nouveau président de la BAD prendra fonction le 1er septembre prochain. Le chef de l'État a rendu hommage aujourd'hui aux Nations Unies. Alassane Ouattara a exprimé sa reconnaissance ainsi que celle des Ivoiriens pour le rôle joué par l'institution internationale quant au retour de la paix dans le pays. Cela à l'occasion de la journée internationale des casques bleus qui a eu lieu au siège de l'ONUCI. 5 familles démunies devenues ce jeudi propriétaires de maisons tout équipées, un geste de la première dame Dominique Ouattara enregistré lors de la cérémonie de lancement du programme de logement à équipement modéré LEM à Diopodumé. Les nouveaux propriétaires ont aussitôt reçu leurs clés. Et puis, à l'étranger, l'Inde où la météo affiche 45 degrés, une canicule qui a fait près de 1500 morts dans le pays. Les hôpitaux ont été aussitôt submergés. Toutes les infrastructures sanitaires du pays font face en ce moment à un afflux de victimes de la vague de chaleur qui a déjà tué près de 1500 personnes en un peu plus d'une semaine. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Et à suivre dans ce journal un dossier inédit. Faut-il accorder, oui ou non, le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG aux filles de ménage? Un sujet à découvrir dans le dossier de ce jeudi. Ce sera dans un peu plus d'un quart d'heure. Mais avant, ce qui fait la une de l'actualité depuis cette fin d'après-midi, le successeur de Donald Kaberuka à la tête de la BAD est connu. Akinwumi Adesina du Nigeria est le nouveau président de la Banque africaine de développement. Akinwumi Adesina a été élu avec 58,10% des voix par le conseil des gouverneurs de la banque. Le nouveau président de la BAD prendra fonction le 1er septembre prochain. Michel Digré. Il était en compétition avec 7 autres candidats, mais c'est lui qui a su séduire la majorité des gouverneurs de la Banque africaine de développement avec ses ambitions pour l'institution bancaire. À l'issue de 6 tours de scrutin, plus de 58% des 80 gouverneurs ont porté leur choix sur le Nigérian Akinwumi Adesina comme le successeur de Donald Kaberuka. Je suis vraiment très ému par ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. Je suis aussi très heureux parce que je suis revenu en Côte d'Ivoire où j'ai travaillé pendant 5 ans, pendant 1990 jusqu'à 1995. Je remercie Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, pour ce qu'il avait fait pour revenir la BAD au siège ici à Abidjan. Je vous remercie beaucoup. Le docteur Adesina dévance au score le Tchadien Bemdoumra Cordier, 31,62%, et la seule femme candidate, la Cap-Verdienne, Christina Duarte, 10,27% des voix. Il y a eu hier plusieurs heures d'interview des candidats. Aujourd'hui, l'élection s'est déroulée à 6 tours. Ça a été remporté avec la double majorité par le candidat nigérien. C'est une bonne chose, surtout que ça s'est passé dans un esprit convivial. Tous craignaient que nous dirons en longueur, il y en a qui disaient qu'on resterait jusqu'à samedi. Nous avons fait la promesse au niveau de la Côte d'Ivoire de faire en sorte que l'élection se termine aujourd'hui dans de bonnes conditions. Le docteur Adesina a été élu pour 5 ans. Son mandat n'est renouvelable qu'une seule fois. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre pour la BAD après cette nouvelle élection. Les enjeux sont importants, les défis qui attendent le nouveau président ne le sont pas moins. Michel Digré a pu recueillir quelques réactions de gouverneurs qui ont pris part au vote. Je suis extrêmement content de la victoire de M. Adesina. Je pense que le Dr Adesina sera un excellent président de la Banque africaine de développement et qu'il va réussir à faire que cette banque continue d'être l'une des institutions leaders dans le monde et qui va permettre au continent de continuer à se développer le mieux possible et le plus rapidement possible. Nous pensons que ça va être vraiment un bon président. Il a tous les... comment on dit ça, qualité, capacité. Nous exprimons une forte joie parce que ce n'est pas seulement une élection du président de la BAD, c'est l'élection du président d'un outil essentiel du développement de l'Afrique. Et donc c'est à ce titre que, quelle que soit la manière dont nous y avons abouti, nous avons un président et tout le monde, tous ceux qui travaillent avec la Banque africaine de développement doivent le soutenir dans la continuité de l'œuvre qu'a fait
le président Daniel Kaberuka. Akinwumi Adesina, nouveau président de la BAD, était jusque-là ministre nigérian de l'Agriculture et du Développement rural. On le disait, ambitieux et très compétent. Dr Adesina a obtenu son doctorat en économie agricole en 1988 à l'université de Purdue aux États-Unis. Il a obtenu son diplôme d'économie agricole à l'université d'Ife au Nigeria en 1981. Dans quelques instants, le portrait de l'homme dans un récit d'Adama Kone. L'actualité économique, c'est aussi l'ouverture ce jeudi à Abidjan de la succursale d'Afreximbank, la Banque africaine d'import-export. C'est la deuxième succursale de l'institution en Afrique de l'Ouest. Créée en 1993, Afreximbank est consacrée au financement et à la promotion du commerce intra- et extra-africain. Elle compte à ce jour 3 agences, dont 2 pour l'Afrique de l'Ouest, qui pèsent 52% du portefeuille de la banque. Pourquoi le choix d'Abidjan pour abriter cette représentation? L'éclairage de Noël Gnagno. La Banque africaine d'import-export ou Afreximbank ouvre ainsi sa branche d'Abidjan, la deuxième en Afrique de l'Ouest à cause de la forte croissance des activités de cette institution dans cette région, 52% du portefeuille, soit 1,817 milliards de dollars. Quant au choix d'Abidjan, il repose sur un ensemble d'avantages comparatifs. Les liaisons aériennes avec le reste du monde et les autres pays de la région qui sont excellentes. Le pays dispose d'une bonne infrastructure. Les réseaux de communication sont également renforcés. Les conditions de vie des employés de la succursale seront satisfaisantes. La Côte d'Ivoire étant la première économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et jouissant d'une position géographique stratégique par rapport aux pays sans accès à la mer de la sous-région, de plus, le retour de la Banque africaine de développement à Abidjan renforce les perspectives d'une forte coopération au service du développement de la sous-région. Une proximité géographique qui va améliorer la qualité de service et promouvoir davantage l'exploitation des instruments de la banque dans un pays qui ambitionne de devenir un pays émergent. La Banque africaine d'import-export constitue un instrument de financement nécessaire pour stimuler l'expansion et la diversification de nos économies afin que le développement du commerce africain soit de plus en plus fort. L'ouverture de la succursale d'Abidjan permettra sans aucun doute d'accélérer l'action de l'institution dans notre sous-région tout en améliorant donc les performances commerciales des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest qui disposent, il faut le noter, d'un potentiel actuellement faiblement exploité. Premier acte après l'ouverture de la succursale d'Abidjan, la signature d'un prêt pour la construction d'un hôtel 5 étoiles de 500 chambres. Son coût, 77 millions d'euros. Afreximbank est une institution multilatérale. Son mandat, promouvoir et faciliter le financement des échanges commerciaux entre Africains et entre l'Afrique et le reste du monde. Les services sont l'octroi de crédits, la couverture de risques, le conseil, la collecte et la dissémination d'informations sur le commerce. Afreximbank, fille de la BAD, compte 38 pays membres. Elle est dirigée par l'Ivoirien Jean-Louis Ekra. Comme promis, nos équipes sont prêtes. Retour en images sur le portrait d'Akinwumi Adesina, nouveau président de la BAD. C'est avec Adama Kone. L'histoire retiendra que le ministre nigérian de l'Agriculture et du Développement rural, Akinwumi Adesina, est le 8e président du groupe de la Banque africaine de développement BAD. C'est un agroéconomiste de 55 ans. Féru des nœuds papillons multicolores, il compte à son actif un parcours professionnel qui l'a mené aux 4 coins du monde. C'est au début des années 80 qu'il dépose ses valises à l'université de Purdue dans l'Indiana, aux États-Unis, après avoir décroché son bachelor en agroéconomie à l'université d'Ife au Nigeria. Son doctorat en politique de développement en poche, il débute sa carrière en tant qu'économiste au sein de la fondation Rockefeller. Après quoi, il occupe plusieurs postes de responsabilité dans divers pays en Afrique. Toute chose qui lui permet de se présenter comme un trait d'union entre les zones anglophones et francophones. En 2011, il est nommé ministre fédéral de l'Agriculture et du Développement rural. C'est alors qu'il lance une révolution verte, plaçant le secteur agricole au cœur du développement économique du Nigeria. Les résultats ne tardent pas. En l'espace de 4 ans, la production agricole nigériane grimpe de 21 millions de tonnes. Du coup, les importations de denrées alimentaires baissent. Le tout couronné par la création de 3 millions d'emplois dans le secteur agricole, ce qui lui fait dire que l'Afrique peut nourrir le monde entier.
Le nouveau président du groupe de la BAD veut promouvoir une croissance inclusive qui donne une place de choix à l'économie rurale. Il fait du renforcement de l'expertise et du développement de l'innovation à la BAD une préoccupation majeure. Sans oublier les projets d'infrastructure qui, du reste, demeurent au premier rang des financements du groupe de la BAD. Je vous le disais en titre, le chef de l'État a rendu hommage aujourd'hui aux Nations Unies. Alassane Ouattara a exprimé sa reconnaissance ainsi que celle des Ivoiriens pour le rôle joué par l'institution internationale quant au retour de la paix dans le pays. Cela à l'occasion de la journée internationale des casques bleus qui a eu lieu au siège de l'ONUCI. Viviane Haïma. Une journée internationale décrétée par les Nations Unies pour rendre hommage à ces casques bleus déployés dans le monde entier. 16 missions des Nations Unies, à l'image de l'ONUCI, assurent le maintien de la paix dans plusieurs pays. Ici en Côte d'Ivoire, où l'opération des Nations Unies est déployée depuis juillet 2004, le président de la République est venu prendre part à la cérémonie d'hommage qui était organisée ce jeudi 28 mai à la base de l'ONUCI à l'hôtel Sebroco. Totalisant à ce jour 11 années de présence, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire est composée des contingents de 12 pays qui sont le Bangladesh, le Bénin, l'Égypte, le Ghana, la Jordanie, le Maroc, le Malawi, le Niger, le Pakistan, le Sénégal, le Togo, l'Ukraine. Ces forces onusiennes en Côte d'Ivoire sont placées sous le commandement du général de division Hafiz Mansour Ahmed. La supervision de l'ensemble de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire est assurée par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou. Le cérémonial d'hommage comprenait l'exécution des hymnes ivoiriens et onusiens, la revue des troupes par le président de la République et un hommage aux casques bleus décédés dans l'exercice de leur mission. On dénombre 133 casques bleus, militaires et civils, qui ont perdu la vie en Côte d'Ivoire. En leur mémoire, il y a eu un dépôt de gerbes de fleurs et l'exécution de la sonnerie aux morts. La première responsable de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou, a donné lecture du message du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à l'occasion de la Journée internationale des casques bleus. Au cours de ces 70 années d'existence, l'ONU a mis sur pied 71 opérations de maintien de la paix et déployé plus d'1 million de personnes pour aider des pays à accéder à l'indépendance, encadrer des élections historiques, protéger des civils, désarmer des centaines de milliers d'ex-combattants, établir l'état de droit, promouvoir les droits de l'homme et créer des conditions favorables au retour des réfugiés et des déplacés. Intervenant à son tour, le président de la République a exprimé la reconnaissance de son pays, la Côte d'Ivoire à l'ONUCI, pour les sacrifices consentis pour la paix en Côte d'Ivoire. J'ai tenu à être parmi vous à l'occasion de cette journée pour traduire la reconnaissance du gouvernement et du peuple ivoirien pour la contribution exceptionnelle des Nations Unies au retour de la paix dans notre pays. Je voudrais donc profiter de la cérémonie qui nous unit ce matin pour rendre hommage aux 133 de vos collègues, militaires et civils, disparus depuis la création de votre mission. Je salue leur mémoire et je présente la compassion de la nation tout entière à leur famille. Se référant certainement aux exactions subies par les populations civiles pendant la crise de 2010, sans que les forces onusiennes puissent intervenir, le président de la République a émis le souhait que les soldats de la paix puissent disposer d'une marge de manœuvre plus grande dans le mandat qui leur est assigné. Les opérations de maintien de la paix sont de plus en plus confrontées à l'hostilité des parties au conflit qui exploitent les faiblesses et la complexité de leur mandat. Toutefois, pour atteindre les objectifs assignés aux opérations de maintien de la paix, le Conseil de sécurité doit faire sa mue et adopter des résolutions et des mandats plus clairs et plus précis. En outre,
Les contingents déployés doivent être constitués de professionnels bien formés, bénéficiant de règles d'engagement et d'équipements adaptés aux menaces. Sur ce point, je salue les efforts importants qui ont été réalisés récemment et qui ont permis le recours aux drones dans les opérations des Nations Unies en RDC et au Mali, par exemple. Néanmoins, des efforts supplémentaires sont nécessaires. Si avec le retour de la paix, la mission de l'ONUCI semble achevée en Côte d'Ivoire, le président de la République a sollicité sa coopération avec la CONARIV pour une meilleure identification de toutes les victimes des crises. Il a aussi souhaité la coopération de l'ONUCI pour la réalisation du DDR et pour l'organisation de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Cette élection sera transparente, ouverte à tous et apaisée. Je m'engage à cela. Aucune dérive susceptible de porter atteinte à la cohésion nationale, à la paix et à la sécurité des Ivoiriens à l'occasion de ce scrutin ne sera tolérée. Après les allocutions, la cérémonie s'est poursuivie par un défilé militaire des contingents de l'ONUCI, avec à leur côté un détachement de la police, de la gendarmerie et des forces militaires nationales. Puis ce fut la visite d'une exposition photo retraçant les 11 ans de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. 5 familles démunies devenues ce jeudi propriétaires de maisons tout équipées. Cela grâce à un geste de la première dame Dominique Ouattara enregistré lors de la cérémonie de lancement du programme de logement à équipement modéré LEM à Diopodoume. Les nouveaux propriétaires ont aussitôt reçu leurs clés. Jérôme Kofi Aboulin. À Diopodoume, ce jeudi 28 mai de l'année 2015. Il était 11 h quand la première dame de Côte d'Ivoire y est arrivée comme prévu. Dominique Ouattara a à Diopodoume pour présider la cérémonie marquant le lancement de tous les sites des logements à équipement modéré, en abrégé LEM. Cérémonie au cours de laquelle 5 familles de quartiers précaires et zones à risque retenues après une sélection rigoureuse ont vu grâce à la première dame leur destin profondément changé. Il s'agit des familles Makoti Bamba, Kona Foué Marie, Monet Cha Joséphine, Angama Teiwa et Siaye Yolande Edwige. Dominique Ouattara leur a remis en main propre les clés des logements qu'elle a décidé de leur offrir gratuitement et à titre symbolique, sans compter les dons en nature et en numéraire d'environ 8 millions de francs CFA. C'est avec beaucoup d'émotion que Tewa Aya Priska, en tant que porte-parole, a exprimé à la présidente de Children of Africa la gratitude des bénéficiaires. Vous êtes Maman Dominique, notre déesse. La déesse a voulu aujourd'hui que ce soit nous, 5 familles parmi tant d'autres, méritant un logement décent, qui bénéficient de vos générosités. Nous vous en remercions de père en fils, de petit-fils en arrière-petit-enfant. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Oloto, a salué la présence de la première dame qui, selon elle, n'a de cesse, à travers ses actions, d'apporter du baume au cœur aux plus démunis. Madame la première dame, je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence effective qui confère à cette cérémonie toute l'importance à la mesure des attentes des familles les plus démunies. Votre cœur, si débordant de générosité au profit des populations vulnérables, des enfants, des femmes, des handicapés, des personnes du 3e âge, fait de vous l'apôtre de la charité qui sait répandre le bonheur et la joie sur son chemin et partout dans son environnement. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, lui, a remercié la première dame
pour son implication personnelle à la recherche de solutions aux problèmes de logement des Ivoiriens. Excellence Madame la Première Dame, au moment où ce projet pilote des LEM doit s'ouvrir à toute la population, nous ne pouvions pas trouver meilleure ambassadrice pour son lancement que votre distinguée, majestueuse et illustre personnalité. Et ceci pour une raison essentielle. Cette raison est que c'est bien vous qui avez inspiré la recherche de solutions durables aux problèmes de logement des Ivoiriens à faible revenu. En septembre 2011, la Côte d'Ivoire a connu des pluies diluviennes qui ont causé des inondations et même occasionné plusieurs morts à Atekoubé, à Abobo, à Gobelé. Madame la Première Dame, vous aviez organisé en son temps des tournées auprès des victimes. C'est à l'étape d'Abobo, alors que je vous ai vu très ému, très triste face à la détresse des victimes, que vous vous êtes approché de moi et m'avez soufflé la phrase suivante. Vous avez dit, Monsieur le ministre, vous devez trouver des solutions durables afin de sortir ces populations de ces zones d'inondation. Pour la Première Dame, c'est par ces opérations de logement à équipement modéré que l'on peut faire face efficacement au manque de logement en Côte d'Ivoire. J'ai accueilli le projet de construction de lotissements à équipement modéré avec beaucoup de satisfaction, car l'on connaît toutes les difficultés liées au logement dans notre pays. Ces difficultés ont souvent amené nos frères et sœurs à vivre dans des habitations précaires situées dans des zones dangereuses. Ces problèmes, qui ont parfois pris des tournures dramatiques, trouvent à travers ces LEM une réponse adéquate et j'en suis très heureuse. La cérémonie d'Adiopo Doumé a été une occasion de faire la fête. En témoignent les prestations d'artistes qui ont fait danser toutes les personnalités présentes, la Première Dame y comprise. Des représentants de la multinationale américaine General Electric ont été reçus en audience lundi par le Premier ministre ivoirien, audience durant laquelle Jay Ireland, PDG Afrique de la firme, a co-signé un mémorandum avec les ministres de la Santé et du Transport. Une première étape d'évaluation des besoins en infrastructure sera à terme assortie d'une mise à disposition de solutions adaptées au secteur de la santé, du transport et de l'énergie en Côte d'Ivoire. Christelle Menant. General Electric, 6e entreprise la mieux estimée au monde et premier fournisseur en équipement de turbines électriques à la Côte d'Ivoire, renforce son positionnement dans le pays. Dans le viseur, les secteurs de la santé et du transport. La nouvelle a été confirmée par la signature d'un mémorandum entre la firme, le ministère de la Santé et celui des Transports en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. En santé, la multinationale américaine s'intéresse à la fourniture de gros équipements hospitaliers à la Côte d'Ivoire. Des solutions seront développées après une évaluation des besoins en termes d'infrastructures tertiaires, mais aussi secondaires. En transport, c'est principalement le domaine aérien qui liera General Electric au ministère des Transports à travers son programme d'acquisition d'avions. Les conditions de financement sont en discussion. General Electric est présent dans près de 140 pays, opère dans de multiples secteurs tels que les services financiers, l'aéronautique, les équipements d'infrastructures électriques ou médicaux ou le transport ferroviaire. L'année dernière, le conglomérat industriel qui réalise 50% de son chiffre d'affaires à l'international a annoncé un investissement de près de 1000 milliards de francs CFA en Afrique d'ici à 2018 pour la formation professionnelle, la construction d'infrastructures et le financement d'initiatives de développement durable. En bref, sachez que Yamoussoukro, la capitale de la francophonie, pour 4 jours depuis ce matin, la 23e rencontre annuelle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour la région Afrique s'y est ouverte ce matin. Environ 300 parlementaires de 17 pays avec à leur tête 8 chefs de parlement prennent part aux travaux. Après-demain, dimanche, sera célébrée la fête des mères. À 72 heures de cette célébration, la ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamba Lamine, a adressé un message à toutes les mères de Côte d'Ivoire. Célébrée chaque année le dernier dimanche du mois de mai, la fête des mères est une occasion pour la majorité des personnes de dire leur reconnaissance à leur mère. Cette année, cette fête sera célébrée à travers le monde le dimanche 31 mai. Le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, a donc saisi cette opportunité pour magnifier toutes les mères de Côte d'Ivoire. Je suis une maman qui a aussi une maman. Et en ce sens, cette fête revêt une signification particulière pour moi.
Pour ma part, je souhaite féliciter et adresser tous mes vœux de bonheur à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. Maman dans tous les sens du terme. Maman qui donne la vie. Maman qui sait encadrer. Maman qui sait élever. Maman qui sait éduquer. Et surtout, maman qui sait aimer sans réserve. Bravo à vous, mère admirable et mère protectrice, qui réussissait à concilier activité familiale et activité rémunératrice. J'ai une pensée spéciale et particulière pour toutes les femmes du secteur de la communication, à qui je souhaite une bonne fête des mamans. C'est le lieu de rappeler que le rôle de la mère varie selon la culture. Toutefois, elle demeure la principale fournisseuse de soins au quotidien pour ses enfants. Le dossier de ce jeudi est un focus sur les conditions salariales des domestiques, communément appelées filles de ménage sonotropiques, un métier qui consiste à prendre soin de la maisonnée. Ici en Côte d'Ivoire, singulièrement à Abidjan, plus d'1 million de personnes exercent ce métier. Sur la question de la rémunération de ces filles de ménage, leur attribuée ou par le SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti, les avis sont partagés. C'est toute la substance du dossier de ce jeudi, proposé par Christelle Nda et Franck Wadio. Elles s'occupent du ménage, des enfants. Elles font la cuisine et bien d'autres choses. À croire qu'elles sont les maîtresses des lieux. Il s'agit des filles de ménage communément appelées servantes ou bonnes. Une présence certes indispensable, mais qui ne fait pas toujours l'unanimité. On ne peut pas les catégoriser parce qu'il y a des bons, des moins bons et il y a des mauvaises. Elles ne sont pas ce qu'elles disent. Hein. Quand tu les prends, c'est pas ce qu'on découvre en fait. C'est des menteuses, la majorité. Avant elle, j'avais une aussi qui avait duré, ça se passait relativement bien. Aujourd'hui, tu prends les filles, demain matin, elles s'en vont. Après, demain, tu t'en vas. Les mêmes choses, tu vas payer 5 000. Aïe, c'est les gars de l'agence là, c'est une complicité. Et sur la question, les avis sont partagés. Georgette a par contre eu de la chance. Je suis venue il n'y a pas longtemps de cela, mais je sens que ça va. On me traite bien, on prend bien soin de moi. Je ne me plains pas, malgré qu'elles soient toutes nouvelles. Il y a certaines filles qui sont passées, on a eu du temps pour s'adapter avec elles, mais avec celles-là, c'est différent. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Elles sont le plus souvent victimes de maltraitance. Mon patron, la nuit, il n'est pas marié. Il a dit, il ne faut pas que je vais dormir chez lui. La nuit, il pleuvait. Mais il m'a dit, bon, il faut rester comme il pleut là. Je ne peux pas partir sur la pluie. Au milieu de la nuit, j'étais couché. Il est venu, il est venu vers moi. Il a dit, mais c'est qui? Il dit, non, c'est ton patron. Maintenant, il me dit qu'il est sur le lit de venir. Je ne suis pas partie. Maltraitance, violence sexuelle, salaire très bas. Autant de problèmes rencontrés par les domestiques. Et pourtant, il existe au ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle la direction de la réglementation du travail. Cette direction est chargée de lutter contre la maltraitance. Il faut dire que nos sœurs sont quand même peureuses. Bon, si je vais, je serai licenciée. Si elles connaissaient les tests, si elles prenaient de la peine pour venir s'informer, même aller dans les cours du soir, je pense qu'elles n'allaient pas se laisser aussi berner que ça. La formation, l'épineuse question pour avoir un bon salaire. Ces jeunes filles, pour la plupart, ne savent ni lire ni écrire. Et malgré la mesure du gouvernement portant augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC, qui passe de 36 607 à 60 000 francs CFA, difficile pour les employeurs de payer plus cher. Celui qui emploie une fille de ménage dans son service, lui aussi il a un patron. Si son travail marche, que son patron augmente, il faut augmenter la fille de ménage. C'est normal. Quand on demande le SMIC, en même temps, nous aussi, les patrons, on pourrait demander un minimum requis qui est un niveau d'études moyen. Peut-être que les filles sachent lire, par exemple, pour donner les médicaments aux enfants. Ces filles-là travaillent beaucoup. Elles font un peu de tout, donc il faut qu'on augmente un peu. Tu vois, les 15 000, les 20 000, vraiment, c'est pas assez. Pour répondre à cette situation, l'Organisation internationale du travail OIT a adopté en 2011 la Convention 189 concernant le Code du travail. Les domestiques ont droit, tout comme les autres travailleurs, à un travail décent. Mais la Convention peine à être ratifiée
par les autorités ivoiriennes. C'est un secteur où, pour la zone d'Abidjan seulement, ce n'est pas moins d'1 million de personnes qui s'y retrouvent. On a également ce qu'on appelle les agences de placement qui ne sont pas du tout réglementées. Il y a donc une nécessité impérieuse de réglementer le secteur pour assurer la sécurité physique, la sécurité au sein du travail. Ainsi, le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, RIDEF, monte au créneau. Objectif, promouvoir cette convention et faire un plaidoyer pour sa ratification. Nous avons reçu un appel anonyme qui faisait état d'un cas de maltraitance d'une petite fille de 10 ans qui travaillait dans un ménage. Lorsque nous sommes rendus sur les lieux, nous avons vu des traces sur tout le corps de l'enfant, avec ce jour-là le pouce qui avait été mordu par sa tutrice, qui faisait 3 jours. Et c'est cette situation vraiment qui nous a révoltés. L'application de la Convention tend vers la professionnalisation de ce métier qui est encore dans l'informel. Nous voulons professionnaliser le secteur, mais avant de demander même le SMIC ou un salaire élevé, tu n'as pas de formation. Sur quelle base tu vas demander qu'on te paye un salaire élevé? Notre objectif, c'est que chacun de nous puisse bénéficier d'une sécurité sociale, aller à la retraite. En attendant l'application de cette loi, le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, dans le cadre de son programme d'appui à la protection des droits des filles et des femmes employées domestiques en Côte d'Ivoire, multiplie les séances de sensibilisation sur les enjeux d'un travail domestique décent en Côte d'Ivoire. C'est le dossier du jeudi proposé par le service société de la rédaction. À l'étranger, Muhammadu Buhari, président élu du Nigeria, sera officiellement investi président de la République demain à Abuja, capitale du Nigeria. Il a emporté en avril dernier sur le président sortant Goodluck Jonathan. L'ancien général devient ainsi le nouveau président de la première puissance économique africaine. En Inde, la canicule a fait près de 1500 morts. Les hôpitaux ont été aussitôt submergés. Les infrastructures sanitaires du pays font face en ce moment à un afflux de victimes de la vague de chaleur qui a déjà tué près de 1500 personnes en un peu plus d'une semaine. Des centaines de personnes, surtout parmi les plus pauvres, décèdent chaque été en raison de la chaleur en Inde. Mais 2015 s'avère être une année particulièrement meurtrière. Dans l'Andhra Pradesh, de loin l'état le plus touché, 1020 personnes sont mortes depuis le 18 mai dernier, plus du double du nombre de victimes de la chaleur enregistrées pour l'ensemble de l'année dernière. Et c'est ici qu'on met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.